et merci d'être venus aussi nombreux à cet après-midi de conférence que nous avons intitulé Pierre Plantard, le prieuré de Sion et les racines ésotériques du mythe de Rennes-le-Château. Alors, avant de commencer ce cycle de conférences, un petit mot pour dire que cet après-midi est organisé par l'association Terre de Rédé, qui est une association basée à Rennes-le-Château depuis 1989 et qui, chaque année, publie un bulletin, les cahiers de Terre de Rédé, bulletin pluraliste, puisque on y présente différentes approches de cette histoire de Rennes-le-Château. Alors, avant de commencer cette série de conférences, un petit mot aussi pour situer cette figure problématique de Pierre Plantard dans l'affaire de Rennes-le-Château. On présente donc brièvement une petite chronologie. Cette affaire est loin d'être simple. C'est même une affaire multiple qui, à travers le temps, est amenée à changer d'apparence. Alors si on veut faire une présentation synthétique et rapide pour la partie contemporaine de cette histoire de Rennes-le-Château, on peut dire évidemment qu'elle commence en 1885 avec l'arrivée ici même de Béranger Saunière, prêtre de son état. Béranger Saunière qui meurt en 1917. Et c'est donc la première période de cette histoire, celle de Béranger Saunière, une période marquée par le ministère de ce prêtre atypique dont on a gardé la mémoire, parce qu'il a fait des fouilles autour de son église, à l'intérieur de son église, et deux, parce qu'il nous a laissé des constructions encore visibles sur lesquelles se sont assez rapidement cristallisées un certain nombre d'interrogations. D'où cet abbé tenait-il les fonds nécessaires à l'érection de ces différents bâtiments, que ce soit la Villa Betani, la Tour Magdala ou encore le Belvédère. Et donc on peut dire que très rapidement après, Rennes-le-Château est entré dans une période de la rumeur trésoraire, rumeur qui court dès la mort de l'abbé Saunière et dont on a gardé une trace littéraire en 1936 avec l'itinéraire en terre d'Aude de Jean Giroux, qui est le premier ouvrage dans lequel on trouve de manière écrite une mention de la rumeur paysanne d'un trésor trouvé par l'abbé Saunière. À partir de 1945, on va rentrer dans une accélération de cette rumeur, c'est-à-dire que là, peu à peu, va se mettre en place une véritable fièvre de l'or, une fièvre de l'or qui est orchestrée à l'origine, il faut bien le dire, par un homme, Noël Cornu, qui va acquérir le domaine de l'abbé Saunière, le transformer en hôtel-restaurant, et qui, pour appâter les clients dans cette région où à l'époque personne ne vient, va décider d'instrumentaliser la rumeur paysanne à laquelle il va donner une plus forte ampleur. Et ça va déboucher en 1956 sur les articles parus dans la Dépêche du Midi qui vont mettre en quelque sorte le feu aux poudres. Et la dernière phase, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui. Elle commence en 1965 avec l'arrivée de Pierre Plantard. Alors pour être honnête, on ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi Pierre Plantard arrive ici, mais à partir de 1965, il va commencer à réécrire l'histoire de l'abbé Saunière. Il s'inspire de la rumeur trésoraire, mais il va ajouter un certain nombre d'épisodes fictifs à cette histoire. Épisodes qui vont inspirer en 1967 le premier livre publié entièrement autour de l'affaire Saunière, L'Or de Rennes de Gérard de Sède. Et ce livre va façonner les esprits et à partir de lui, l'affaire va prendre une nouvelle dimension. C'est l'approche actuelle, c'est-à-dire qu'on parle certes d'un trésor, mais on parle aussi de secrets et de mystères, de sociétés secrètes qui évolueraient autour de ce village. Donc, cette figure de Pierre Plantard, elle est très importante à comprendre, puisque, en effet, la perception que l'on a aujourd'hui de l'histoire de Rennes, elle découle de cette mystification qu'il a commencé à orchestrer dans les années 60. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé ce cycle de conférences. Alors, le programme, quel est-il ? Je vais commencer par une conférence d'introduction générale autour de ce titre, l'œuvre de Pierre Plantard à Rennes-le-Château, perspective nouvelle. On va donc voir que Pierre Plantard, en fait, a été perçu d'une certaine façon par les gens qui l'a mystifié, d'une façon en général négative, mais que peut-être les choses sont plus complexes qu'on ne l'a dit.
Arnaud de l'Étoile prendra ma suite avec le grand dessin méta-historique de Pierre Plantard. Ce sera ensuite au tour de Jean-Paul Bourg, qui nous parlera de l'élu du serpent rouge. Laurent James conclura le cycle de conférences avec son intervention de Jean Parvulescu à Grasset-d'Orsay, la double origine de la France, puisqu'on verra que toute cette pensée d'une histoire ésotérique de la France sous-tend l'œuvre de Plantard ici. Et puis Tony Bayarja se joindra à nous pour la dernière partie de cet après-midi, la table ronde, partie durant laquelle nous pourrons discuter donc avec le public et échanger autour de cette figure fondamentale de Pierre Plantard. Donc, je commence ma conférence à présent, l'œuvre de Pierre Plantard à Rennes-le-Château, avec la mise en exergue de cette citation de Jean-Pierre Deloup à propos de Pierre Plantard, citation qui, à mon sens, résume bien le travail de Pierre Plantard. Le prince ne parle, ni ne dissimule, il signifie. Alors, comme je le disais, l'affaire de Rennes, aujourd'hui, elle est perçue principalement à travers ce nouvel imaginaire qu'a mis en place Lord de Rennes ou la vie insolite de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château de Gérard de Seine, publié en 1967, et un autre livre publié en 1982 en Angleterre et aussitôt traduit en français, Holy Blood, Holy Grail, l'énigme sacrée. Ces deux livres, la plupart des personnes qui s'intéressent aujourd'hui à Rennes-le-Château les ont lus, et si elles ne les ont pas lus, elles ont au moins lu un auteur qui a été inspiré par eux et qui a repris la même perception de cette histoire. Cette histoire, c'est celle d'un village, celui de Rennes-le-Château, c'est celle d'un prêtre, Béranger Saunière, qui arrive ici en 1885, et puis c'est surtout une histoire absolument fabuleuse, puisque ce prêtre aurait trouvé, à l'occasion de travaux de restauration dans son église, deux parchemins codés, puisqu'il présente un certain nombre d'anomalies, que ces anomalies auraient attiré son attention. Il se serait donc rendu à Paris, à Saint-Sulpice, où il aurait rencontré Emma Calvé, dont il serait devenu l'amant. Et puis de Paris, il aurait également ramené une copie du tableau Les Bergers d'Arcadie, tableau qui contiendrait un grand secret lié à la région de Rennes-le-Château. Le paysage qu'il représente dans le fond serait visible ici, pas très loin du village. Alors, cette histoire fabuleuse, elle relève surtout d'une magistrale manipulation. Ce qui est passé inaperçu dans un premier temps, c'est peu à peu fait jour. En effet, derrière tous les livres fondamentaux qui ont réorienté la perception de l'affaire de Rennes, se cache un seul et même homme, Pierre Plantard. Pierre Plantard a manipulé, d'une façon ou d'une autre, Gérard de Seine, Jean-Luc Chaumeil, auteur de Trésor du Triangle d'Or, Jean-Pierre Deloup, Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, et également les auteurs de l'énigme sacrée. C'est eux qui leur a fourni les documents sur lesquels s'appuient les théories qu'ils défendent dans leurs ouvrages. Ceci est passé inaperçu puisque Pierre Plantard faisait figure d'éminence grise. Et donc, peu à peu, s'est constituée une seconde histoire de Rennes-le-Château. Il y a la vraie, qui est celle de Béranger Saunière, curé, qui fait des fouilles effectivement dans l'église. Et puis, il y a la reformulation plantardienne, où intervient Emma Calvé, où intervient aussi cette mystérieuse société secrète, le prieuré de Sillon. Cette reformulation, quand on essaie de la prouver avec une méthodologie d'historien, on se heurte au fait que la plupart des documents et des informations fournies par Pierre Plantard ne peuvent pas relever de la preuve historique. Les documents sont des faux, les assertions sont en général invérifiables. Et donc, évidemment, quand on veut mener une contre-enquête et qu'on se heurte à cette absence de preuves historiques, on est vite amené à se poser la question, Pierre Plantard est-il un imposteur? Alors, cette question, on ne peut y répondre que par la réponse oui, bien sûr, Pierre Plantard est un imposteur. Il a falsifié l'histoire de Béranger Saunière. La belle histoire qu'il nous a rapportée n'est pas l'histoire réelle de ce prêtre. Mais ce fait ne doit pas occulter une autre question qui a été mise à la trappe pendant des années. C'est pourquoi Pierre Plantard a-t-il falsifié l'histoire de Rennes-le-Château? Certains y ont répondu en essayant de noircir le personnage en disant que c'était un mythomane.
Mon approche de l'affaire Plantard est différente. La question que je me suis posée est, y a-t-il quelque chose derrière le miroir plantardien, derrière cette illusion qu'il a créée autour de ce village? Autrement dit, quel statut donner aux écrits de Pierre Plantard et inspirés par Pierre Plantard? Alors au fil de mon travail, j'ai trouvé un certain nombre de raisons qui m'ont amené à prendre le contre-courant des avis généralement donnés sur Pierre Plantard. Comme je l'ai dit, la plupart des gens qui ont été manipulés, que ce soit des auteurs ou des lecteurs, ont une perception extrêmement négative du personnage. Ils le présentent comme un mythomane, imbu de lui-même. Maintenant, quand on prend le temps de lire les livres qu'il a inspirés et qu'on les regarde, ces livres, en sachant que c'est lui l'éminence grise qui se cache derrière eux, eh bien, on relève un certain nombre de passages qui, quand on a une approche littéraire de ces textes, interrogent. Par exemple, Gérard de Sède, dans L'Or de Rennes, alors qu'il est en train de forger la légende de Rennes-le-Château, écrit « La légende recourt au même procédé d'occultation que le rêve, rébus, jeu de mots, par étymologie, erreur de détails commise exprès, figuration de notions abstraites par des personnages ou inversement ». C'est à la page 56 de l'édition J'ai lu du livre, et quand on tourne les pages, on se rend compte que cette clé de lecture qu'il donne, eh bien, il l'explicite beaucoup plus loin, page 93, où il donne un exemple précis de décodage à partir de cette clé de lecture. Et de même que l'analyse d'un rêve fait souvent apparaître le nom d'un lieu dissimulé derrière celui d'un personnage, Blanche de Castille peut fort bien être ici une simple métaphore de Castillo Blanco du Château Blanc. On a donc une invitation à lire de manière métaphorique la légende que Gérard de Sède est en train de raconter. On pourrait se dire c'est une interprétation. Mais en fait, quand on regarde l'ensemble des textes plantardiens de l'époque, et quand on regarde également les quelques rares interviews que Pierre Plantard a données à ce moment-là, on se rend compte que par des petites phrases très discrètes que personne n'a remarquées à l'époque, eh bien, il invite à comprendre différemment l'œuvre qu'il a construite. Et il nous explique clairement que cette œuvre n'a pas qu'un sens, mais qu'elle a plusieurs sens. Et donc, par exemple, à Jean-Luc Chaumeil, à l'occasion d'une interview publiée dans le Charivari en 1973, Pierre Plantard déclare « Il faut savoir que Circuit, donc je le précise, est un texte écrit par l'ami de Pierre Plantard, Philippe de Chérizet. Il faut savoir que Circuit recèle 6 sens différents. » Donc on a donc une invitation à lire un texte à travers différentes clés de lecture. Et c'est quelque chose qui est récurrent. Par exemple, si on prend cet autre ouvrage inspiré par Plantard, abrégé de l'histoire des Francs, les gouvernants et rois de France de Louis Vazard, publié en 1978 pour appuyer la nouvelle mythologie que Plantard est en train de forger, eh bien, quand on regarde la 4e de couverture, il y a une photo, je reviendrai sur cette photo un peu plus tard, qui est une photo de Thomas Plantard, le fils de Pierre Plantard, et en commentaire, la 4e de couverture nous parle d'un paysage symbolique. Donc on est de nouveau dans cette notion que les choses, les images que Pierre Plantard intègre dans ce livre de Rennes-le-Château sont des symboles, y compris les paysages qui peuvent renvoyer à toute autre chose qu'eux-mêmes.